toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se réveille un petit peu dans le sang et dans la souffrance en ce lundi matin. Les marchés financiers ont décidé, en tout cas on attendra les ouvertures de Wall Street. La bougie en weekly n'a pas du tout été jolie, même baissière pour un vendredi. Généralement quand le vendredi est rouge chez Wall Street, les lundis sont relativement rouges, donc soyez extrêmement vigilants. Le marché crypto a décidé de prendre la tendance tout de suite, donc c'est cassure de précédent lot à la baisse, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, aussi sur pas mal de nos crypto-actifs préférés, malgré quelques assets qui font un petit peu cavalier seul. Je parle de Chiliz ou encore Atom Cosmos. On n'en parlera pas aujourd'hui, on va se focaliser sur BTC et sur Ethereum qui sont au cœur de l'actualité. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, lien dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'intérieur, vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et si vous suivez scrupuleusement la stratégie des 4 rois et que vous venez d'arriver il y a peut-être 2 ans, 1 an ou 6 mois sur la chaîne des rois du Bitcoin, on l'avait créé il y a à peu près 1 an, bientôt 1 an maintenant, vous devez logiquement avoir potentiellement encadré un investissement sain, sur Ethereum, ce que j'ai fait à 1280 $ exactement, un tout petit peu plus parce que je ne prends pas les prix ronds, mais j'ai un investissement sur Ethereum et on va en parler ensemble. Côté Bitcoin, j'attends encore puisque je ne connais pas d'avenir, je ne sais pas si Bitcoin va faire de nouveaux sommets dans les 6 ou 7 prochains mois ou s'il va faire dans les prochains jours ou peut-être une prochaine heure un nouveau plus bas. Je serai donc patient et j'attendrai la construction. Ce qui me donne un relais par rapport à Lux. Lux m'a partagé ça hier soir, c'était 21h50, j'ai répondu. Je trouve ça extrêmement intéressant et fort de bon sens. On parlait beaucoup de FUD, beaucoup d'interprétation, de croyances, potentiellement de certitudes. Le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense. Attention pour les vendeurs actuellement à découvert, ne vous positionnez pas à la vente acharnée sur ces bas de range et surtout sur des supports historiques de marché qui tiennent maintenant depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on va les tenir? La question reste ouverte, on ne connaît pas l'avenir, mais le risque management est extrêmement peu avantageux pour les vendeurs à découvert sur ces niveaux de prix. Or, on aurait pu en encadrer un et on va le reprendre ensemble. Il parle de Ray Dalio. Ray Dalio, vous savez, c'est Bridgewater, c'est un célèbre investisseur qui a fait fortune avec un portefeuille extrêmement équilibré, quelles que soient les crises qui traversent vents et marées. Donc il a beaucoup d'obligations d'État, des actions, je ne sais même pas s'il est exposé sur des crypto-actifs, il ne me semble pas, jusqu'à preuve du contraire. Très difficile pour les fonds de s'exposer sur les fonds crypto, mais potentiellement qu'il est peut-être dans Riot ou dans d'autres comme ça. Il a des métaux précieux, bref, on en avait beaucoup parlé de Ray Dalio, je crois même que vous avez une vidéo pédagogique par rapport à ça dans la playlist Pédagogie des rois. N'hésitez pas à aller l'observer, potentiellement la regarder, puisque il est extrêmement suivi par des millions de personnes et notamment millions d'investisseurs. Il affirme que le marché va potentiellement baisser, notamment outre-Atlantique, donc ici en Europe, et va pouvoir faire un petit rebond aussi avant de continuer une baisse indéterminée, entre guillemets, même si, entre guillemets, on va pouvoir potentiellement maîtriser l'inflation, notamment en Europe et aux États-Unis, parce que c'est plutôt des problèmes d'offres aujourd'hui liés directement aux énergies, notamment les énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole. Je rappelle que ce monsieur short actuellement l'action Total. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? L'avenir nous le dira. Mais tous ces dires sont toujours repris et positionnés sur des si. Et si. Et si, en somme, si la Fed continue à mener sa politique de resserrement budgétaire et de resserrement monétaire, à augmenter les taux pour pouvoir maîtriser l'inflation, à revenir sur environ les 2%, ce qui aujourd'hui, pour le commun des mortels, semble extrêmement ambitieux dans les prochains mois, voire dans l'année qui glisse, jusqu'à preuve du contraire. Nous avons potentiellement des taux qui atteindraient les 4,5 selon lui, voire les 5%, par rapport soit plus du double du taux actuel, ce qui devrait entraîner potentiellement une nouvelle chute de Wall Street. On l'avait dit, on le redit, mais en réalité, ce qui a été pricé par le marché, c'est une inflation qui durait potentiellement une année. Voilà. Jusqu'à 3e trimestre, peut-être maximum 4e trimestre 2023, mais il faudra vraiment sentir un vrai plateau, voire une réelle décroissance. On a commencé à l'observer, cette décroissance, notamment au niveau du CPI. C'était il y a quelques jours de cela, on a vraiment une décroissance au niveau du CPI, donc on aurait pu penser potentiellement à un relâchement au niveau de la pression vendeuse, notamment sur les marchés. Ce n'est pas ce qui s'est passé, on va chercher plus profondément. Ne soyez jamais trop pressés et n'ayez jamais raison trop tôt. Donc je rebondis par rapport à ce qu'il a dit, il l'observe potentiellement, et notamment au mois d'août, il avait anticipé ou encadré une chute d'environ 20% par rapport au marché de Wall Street. Bon, en août c'était ici, bon, on ne peut pas dire 22 août, etc. Donc on va partir au pic, ce sera beaucoup plus simple puisqu'on connaît le top actuellement provisoire et on va baisser aux alentours des 20%. 20%, ce qui nous ramènerait sur les 3400, 3500 points. C'est très intéressant puisque ça reviendrait sur un niveau technique ici en vert, sur un premier arrêt d'un énorme mouvement et également sur le crack Covid ici de 2020 qui n'a jamais été retesté au niveau de février 2020. Enfin, en tout cas, le pic ici, ou le précédent, entre guillemets,
ATH. Donc ça peut être un niveau technique extrêmement clé. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? La question bien sûr reste ouverte, mais il faudra potentiellement agir sur ces niveaux de prix. Et juste en dessous, vous avez une zone de rechargement d'achat long terme qui permettrait moi, de mon côté, de pouvoir faire des investissements notamment sur des actions sur lesquelles je suis exposé, et notamment technologiques, qui se feront probablement démonter. On parle d'Apple, etc. Si vous pensez que le marché va craquer, n'achetez pas du Apple aujourd'hui ou du Tesla. Ce n'est pas en tout cas une bonne façon de faire, ou en tout cas ce serait contre-intuitif par rapport à ce que vous pensez. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous perdrez. Ça veut dire qu'il faut rester en fait cohérent par rapport à son raisonnement et son analyse, évidemment. Jusqu'à preuve du contraire, on est en train de faire quoi? On est en train de rentrer, doucement mais sûrement, dans une toute petite zone de rechargement d'achat court terme, juste ici, entre les 618 et les 586. Dès lors, investisseurs, acheteurs, positionnez-vous. C'est ici que vous devez vous positionner. Alors, est-ce que ceci était considéré comme une existment? Peut-être, on avait une énorme trendline ici qui a été retouchée. On attendait le signal. Le signal pour les gros bonnets, c'est de venir break ici cette trendline, derrière structurer et avoir une récontinuation haussière pour dire « Ok, c'est bon, on est reparti, entre guillemets, dans un potentiel retournement haussier. » Or, si vous faites ça et si vous attendez ça, vous ne serez pas bien positionné. Pourquoi? Parce qu'on se retrouverait exactement dans une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 186. Dès lors, est-ce que c'est ici qu'on achète? Ben non. En réalité, c'est pas ici qu'on achète, c'est plutôt ici qu'on encadrerait des ventes. Et c'est ce qu'on avait notamment observé sur Apple précédemment, et les personnes qui étaient en vente à découvert avaient plutôt bien fonctionné. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'on voit. Donc en réalité, toutes nos analyses et toutes nos prérogatives sont très souvent contre-intuitives. Ici, ça baisse, c'est le sang, on casse des lots, et oui, la dynamique malheureusement est redevenue baissière, puisqu'on vient faire un nouveau creux toujours plus bas que le précédent. Donc la dynamique de fond est redevenue baissière, que ce soit en daily, que ce soit en 4 heures, que ce soit en 1 heure. Dès lors, tous les rebonds sont faits pour être shortés. Mais on ne shorte pas dans une zone de rechargement de vente, d'achat court terme logique. Ce serait potentiellement une très mauvaise idée, évidemment. Donc on vient chercher des précédents lots, on vient entre guillemets travailler au niveau de nos précédents supports du marché. Est-ce qu'on va partir plus bas que terre? Mais personne ne le sait. Personne ne le sait en réalité, on ne sait pas. Donc ce sera très probablement canalisé par le FOMC. Si Powell n'est pas rassurant, si Powell augmente de 1%, actuellement, le consensus se tape toujours sur 0,75. Néanmoins, on l'a vu par rapport au CPI que les perspectives au niveau de l'augmentation des taux sont passées de 4% fin d'année à 4,5% fin d'année. Donc beaucoup plus pessimiste en réalité. Ce qui provoquerait inévitablement et inéluctablement, et ça pour le coup je pense qu'on peut être très nombreux à se le dire, c'est qu'on mettrait potentiellement le pays en récession. Si les États-Unis rentrent en récession, ou en tout cas provoquent la récession, et ça ce sera purement de Jérôme Powell, à ce moment-là, l'Europe rentrera très probablement en récession et le reste du monde rentrera probablement en récession, et il faudra des mois, voire des années, pour pouvoir retrouver un marché, entre guillemets, haussier. Ou une nouvelle ingérence des banques centrales, ce dont je pense et ce dont je crois, mais je ne le crois pas pour demain. Je le crois pour dans plusieurs mois, évidemment. Donc on essaie de décortiquer des signes qui pourraient sortir de la bouche de Powell, mais on essaie de naviguer et d'entreprendre des investissements, et je parle plutôt aux investisseurs, sur des bains de sang successifs, sur une situation géopolitique très incertaine, notamment avec des nouveaux conflits potentiellement sino-américains, et Joe Biden l'a réitéré ce week-end, si la Chine attaque Taïwan, nous interviendrons militairement, et nous, entre guillemets, nous défendrons le Taïwan, donc malgré cette ambiguïté d'une seule Chine, etc. Donc d'un côté, on reconnaît une seule Chine, mais on envoie des gouverneurs de banque centrale, enfin des gouverneurs comment ça s'appelle ? De la Chambre des représentants, et la présidente de la Chambre des représentants est démocrate à Taïwan, malgré qu'on reconnaisse qu'une seule Chine. Donc ces ambiguïtés, vous les connaissez, mais ça ne nous arrange pas, et ça n'arrange pas l'incertitude des marchés. Ça, c'est super important. Donc si vous avez cette fameuse ligne noire, qui sont en fait les taux directeurs décidés par la Fed ici, qui viendraient potentiellement à passer au-dessus, ici, des taux à 10 ans sur le marché, donc des bons du trésor, à ce moment-là, on plonge littéralement le pays en récession. On plongerait réellement le pays en récession. Donc vous avez beaucoup en réalité d'indicateurs qui nous l'ont déjà prédit. Ici, en 6 mois en avant, c'était en juin dernier, voire bien avant de cela, lorsque la courbe des taux à long terme était passée au-dessus de la courbe des taux à court terme, vous aviez éventuellement un signal pour dire rien ne va plus. Or, depuis que rien ne va plus, on le revient juste ici, je vais revenir un tout petit peu en arrière, sans aucun problème, on a eu dans le rien ne va plus un rebond technique de près de 20% sur les marchés financiers. Alors, exit pump, on prend les profits, évidemment, c'est pas complètement probable. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que potentiellement, on peut aller chercher du plus 30, plus 25%, faire un nouvel ATH fin d'année, et puis derrière, venir craquer le marché. C'est à peu près ce qu'on avait en fait observé, finalement, en 2008, juste ici.
On était vraiment dans le mal, hein, c'était vraiment là, c'était Ray Dalio, Michael Burry, qu'on ne connaissait pas à l'époque, prédisait un crack des marchés sans précédent, on perdait moins 50%. Bon, c'est un peu l'idée, on perdait moins 50%. Oui, mais le marché a eu le temps de faire un nouvel ATH avant de se cracher la tronche par terre. Et on ne parlait pas à ce moment-là d'ingérence au niveau des banques centrales. Or, malheureusement, et c'est peut-être le grand malheur et notre grand fardeau, c'est qu'on est en réalité pieds et pieds liés par rapport aux décisions de politique monétaire aujourd'hui qui sont peut-être intenables. Pour beaucoup d'économistes et beaucoup d'analystes, peut-être un peu pessimistes, sont aujourd'hui sur des niveaux intenables. On parlera de la dette juste après. Je parle Bitcoin, néanmoins par rapport... Non, juste avant, je vous montre ça, au niveau de la clôture de Wall Street. Donc cette semaine ici, pas bon du tout l'histoire. Hein, juste là, vous avez en fait une engulfing pattern qui est pas du tout jolie. En réalité, c'est une bougie de ravalement de la précédente bougie en weekly. Ça, c'est extrêmement baissier. Dès lors, rien de mieux pour mettre une très grande partie des personnes du mauvais côté du trade si jamais le marché a décidé, dans son narratif, de faire de nouveaux sommets. Ça, c'est très très bon dans une zone de rechargement d'achat pour mettre un maximum de personnes du mauvais côté du trade. Si je passe en daily, c'est une toute petite lumière verte qu'on voit tout au bout du tunnel. Ici, c'est ce qu'on appelle un hammer. Voilà, cette bougie, et c'est potentiellement annonciateur d'une bougie de retournement. Elle sera complètement invalidée. Quand? Si on vient à travailler juste en dessous de ses précédents lots. Ok? Mais ceci est un hammer. C'est une bougie qui est relativement bien vue. Malheureusement, ça reste du daily. Donc il faudra vraiment de la construction. On pourrait avoir un tout petit rebond haussier, potentiellement sur le premier arrêt, mais rien n'est gagné, rien n'est fait, bien évidemment. Mais c'est plutôt bien pris par les traders, ce type de hammer. Donc est-ce qu'il faut absolument encadrer des achats là-dedans? En réalité, c'est plus des acheteurs qui doivent se montrer que des vendeurs qui doivent appuyer. Puisque les vendeurs sont déjà positionnés. Où ça? Très proche d'un 0,618 ici par rapport à ce rallye. Ok? Donc ici, on était plutôt oui, ça se tient, c'est possible. Maintenant, c'est impossible, ça ira dans les enfers. En somme, si la majorité pense ça, c'est que le marché a réussi potentiellement et a la volonté de mettre la majorité du mauvais côté du trade. Généralement, on est très pessimiste en bas de range, évidemment. On va reprendre Bitcoin juste ici. Donc on casse et on vient chercher cette pause de liquidité. Il n'y avait aucune raison d'y aller, ce qui est finalement extrêmement négatif. On est parti chercher des déséquilibres, donc avec ça, il n'y avait aucun problème. On n'avait pas de raison en fait d'aller chercher cette pause de liquidité puisqu'on était déjà venu la chercher juste là. Donc il en reste une ici. Et bien évidemment qu'il y a énormément de personnes actuellement qui sont en position de longue, peut-être avec des leviers x3, des leviers x4, des leviers x5, potentiellement des leviers x10 qui continuent ici à se mettre en place. Ceci n'est techniquement pas bullish puisque la dynamique de fond est baissière en réalité si je passe en mensuel. Malgré qu'on ait des magnifiques et on tente de structurer des W weekly dans des W weekly, confirmer, clôturer, venir s'affranchir du premier arrêt pour essayer de pousser ce marché, on était sur une énorme zone de résistance. On avait vu des confluences, c'était fin juillet par rapport à notre Kinjun Tenkan en daily, voire en weekly, pile sur les 25 000 $. Et on l'avait marqué en rouge, hein. Cette ligne rouge n'est pas là au hasard. Ça fait longtemps qu'on l'avait tracé en réalité, ces 25 000 $, qui a été très fortement rejeté. Le marché a décidé de constituer un range ici. Donc on va chercher les bas de range et on va chercher les hauts de range. Donc pourquoi on se ravale ici? Pourquoi on ravale? Puisque en réalité, la tendance est notre ami, la tendance de fond reste baissière et on va chercher des niveaux Fibonacci que j'utilise énormément. Donc que ce soit avec Elliott Wave ou autre, hein, vous allez chercher ici un bas. Et vous allez chercher votre 618, 786, zone de rechargement de vente logique court terme, juste ici. Bingo, on vient exactement ping dedans, court terme, voilà, juste ici. On vient ping dedans, vous voyez cette mèche ici, juste au niveau 618, et on repousse violemment. L'objectif des personnes qui avaient shorté là-dedans, malgré que oui, il y a eu un magnifique short squeeze ici, qu'on avait potentiellement bien encadré, malgré qu'on s'est fait prendre les stops ici sur un trade qui avait été partagé. Donc derrière, vous allez chercher tous les acheteurs. Boum, on vient sortir tous les vendeurs. On se retrouve ici. Qu'est-ce qui reste en réalité? Est-ce qu'il reste plutôt des acheteurs ou plutôt des vendeurs? Il reste en réalité beaucoup d'acheteurs qui se trouvent ici, dans une zone de liquidité. La question est de savoir, c'est est-ce que nos milliardaires vont potentiellement, oui ou non, repousser ce marché violemment? On aura entre guillemets fin de partie, ou l'intégralité du public qui sera du mauvais côté, ou des investisseurs ou traders du mauvais côté du trade, si on vient travailler juste ici. Faites très attention à ça. On n'est pas à l'abri en réalité de voir une décroissance. Mais je vais vous énerver, tant qu'on ne vient pas en remettre en cause les précédents bottoms ici, aux 17 600 $, je suis plutôt en faveur d'un retournement haussier extrêmement profond. Mais là, problème qu'on a, je vais passer sur une autre charte, et notamment au niveau d'Ishimoku Kinkoyo. Je trouvais ça très intéressant.
Oui, d'ailleurs, ça, on l'avait bien vu, résistance, si accepte c'est bullish, vous avez des imbalances telles qu'Aikijun, les CSA, plein de nuages, enfin tout ce que vous voulez, on n'est pas allé très très loin de cette énorme résistance. Est-ce qu'on achète sur des résistances? La réponse est non, bien évidemment, mais est-ce qu'on achète sur des supports? Potentiellement que oui. Est-ce que j'ai des supports ici? On vient complètement briser ces supports. Derrière, j'ai deux imbalances, voilà, on avait bien marqué ici la résistance, et on va se dire, ok, mais c'est quoi en réalité ce retournement haussier? À quel moment on l'a ce retournement haussier? On va tracer cette fameuse trendline qu'on tient depuis des mois en réalité, hein. C'est depuis avril 2022, donc ça fait des mois qu'on est en train de trade et on la touche plus. On va pas, qu'on soit du bon côté ou qu'on soit du mauvais côté du trade, on va pas réeffacer tout à chaque fois et remettre en place des trendlines, remettre en place des niveaux de résistance, remettre en place des niveaux de support, puisqu'en réalité ils sont là et ils restent. Et ils viennent se rééquilibrer dans le temps en réalité. Donc vous aurez un signal relativement haussier, relativement haut lorsqu'on viendra s'affranchir de cette énorme trendline ici. Donc on l'avait essayé de l'encadrer, je repasse en déduit juste ici par rapport à Ishimoku Kinkoyo, que je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Hop, juste là. Je vais pas tout effacer, je vais enlever juste ça. Et derrière, vous aviez, voilà, en gros, on ne va pas le reprendre ici par rapport à cette plaque de métal. On vient chercher en dessous. Je pensais vraiment qu'on aurait pu aller faire ce petit switch ici, là, pour pouvoir le transpercer. Malheureusement, c'est clairement pas ce qui a été fait. Et on vient chercher en réalité des bas de canaux, en tout cas des bas de range. Mais en réalité, on achète les bas de range, on met un risque management, beaucoup se sont positionnés ici, et c'est normal que ça ne vienne pas attirer complètement vers le bas. Donc je ne pense pas, ou en tout cas je ne crois pas, sauf si Powell prend la parole avant mercredi, ce dont je doute évidemment, mais grosso modo, jusqu'à preuve du contraire, c'est 0,75 points de base, l'inflation est relativement décroissante, jusqu'à preuve du contraire, le narratif n'est pas bon pour qu'on ait des directionnels de prix, malgré qu'on retrouve une dynamique de fond, court terme, moyen terme, plutôt baissière ici. Pourquoi? Parce qu'on vient s'affranchir des précédents lots. Donc ici, ce sont des points de vigilance. Alors, c'est des gros boutons rouges, je ne dis pas complètement le contraire, mais acheter ici entre un 618 et 786, eh ben c'est bien, en réalité. On vient défendre nos prix d'entrée, beaucoup de vendeurs avaient été, entre guillemets, piégés ici, on aurait pu penser qu'ils potentiellement, ils viendraient défendre, prennent des profits ici pour pouvoir repousser, peut-être qu'ils sont sortis, et derrière, ils ont été, entre guillemets, perdants, ils sont sortis à break-even, entre tous ceux qui potentiellement se sont fait complètement liquider, ben le marché se nourrit de ça, et fait en fait mumuse dans un énorme range, entre les 17 600 et les 25 000 $. Ça, on le sait. Maintenant, on attendra des résolutions. Et c'est après résolution. Donc, soit on les subit, ces résolutions, à la hausse comme à la baisse, soit on essaie de les encadrer et de les jouer. Mettre un investissement sous les 20 000 $ au niveau investissement 1, potentiellement sur du Bitcoin en mode dollar coach AVH, n'est pas une mauvaise idée. Évidemment. On est sur des niveaux extrêmement bas au niveau de Bitcoin. On peut aller beaucoup plus bas, mais nous sommes sur des niveaux relativement bas. Est-ce que je suis plutôt haussier, est-ce que je suis plutôt baissier? Jusqu'à preuve du contraire, tant que nous n'avons pas de résolution, je vais être pénible, mais je reste en fait en faveur d'un retournement haussier, puisque je joue le sentiment aujourd'hui, je joue la psychologie. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, 80% du marché est nourri par la psychologie et par les émotions. Donc c'est très difficile, sauf si vous êtes trader et vous êtes prendre votre stop, ça c'est le jeu, hein. J'ai envie de dire 1% de votre capital par idée de trade, grand maximum bien évidemment, voire moins. Mais pour investisseurs, c'est pas le moment de vendre vos bitcoins si vous aviez du bitcoin ici. On passe sur Ethereum. Donc j'ai à peu près fait le tour au niveau du bitcoin, pas plus de choses à dire. Au niveau d'Ethereum, c'est un tout petit peu différent, c'est même plutôt intéressant. On l'avait bien vu au niveau de ces AB égale CD, on peut aller un tout petit peu plus en profondeur, on vient retester en réalité ce magnifique roi de pique ici sur les 1280 $. Boum, investissement 1, c'est mis sur la table des rois. Je vous l'ai mis, alors je l'ai pris aussi sur un autre exchange, sur Binance, mais je vous le mets aussi ici, comme ça on joue le jeu à fond. Investissement 1, 255 $, enfin 250 $. Au niveau d'Ethereum, c'est pris. C'est pris. On peut même d'ailleurs le corréler directement avec Bybit, juste ici. Vous l'avez là, donc toutes les cryptos qui sont actuellement sur la table des rois. Merci encore à toi, Geo, Pango et Komakino. Il est où mon Ethereum? Je l'ai mis par là, ADA. Ethereum, voilà, juste ici, 0,2. Voilà, 259 $ jusqu'à preuve du contraire. L'investissement est pris. Je fais un petit tour comme Bybit est notre partenaire. J'ai vu que c'était passé ça, je l'avais loupé le 10 septembre. C'est la rentrée crypto avec Bybit, jusqu'à 45 $ de bonus. Vous pouvez bien sûr en profiter, vous avez tous les liens dans la description. J'ai mis à jour directement au niveau de annonce, juste là. Si vous voulez aller faire un tout petit tour, je l'ai mis à jour, vous pouvez le cliquer là. Et vous avez également, si vous passez par mon lien, 15% de remise au niveau des contrats futurs, si vous voulez protéger votre capital investissement, puisque je le rappelle, au niveau de Binance, si vous êtes français, vous ne pouvez malheureusement plus utiliser les contrats futurs. Demande de la certification PSAN directement à Binance, ça peut bien évidemment revenir plus tard. D'ailleurs, Nono m'en avait parlé, parce qu'on avait beaucoup échangé par rapport à Bybit, etc. Si tu as trouvé d'autres échangeurs qui répondent beaucoup plus à tes attentes, je serais très content que tu me le partages. Je le dis à tout le monde, puisque pas de secret, hein, on est tous dans le même bateau.
Donc vous avez aussi Bybit si vous avez la moindre demande, au niveau des bons, au niveau des petites remises, au niveau des trucs comme ça, si vous ne les avez pas. Ou bah par exemple, je suis en contact directement avec Bybit, j'attends un retour très rapidement. Donc je suis avec vous, il n'y a pas de souci. Côté Bybit, donc des nouvelles petites offres très intéressantes. Donc on vient chercher juste ici cette ligne de WWeekly. Est-ce qu'on l'achète? Ben oui. En réalité, retardataire, c'est ici qu'on va se positionner. En fait, ça arrive très souvent de revenir chercher des necklines d'un précédent WWeekly. Alors oui, on peut y revenir au niveau de Bitcoin. Si on vient ici en weekly, voire en mensuel, vous allez dire, mais vous avez un énorme, c'est énorme ici en réalité, cette énorme structure en WWeekly. Oui, d'accord. Mais si on revient très fortement dans le passé, en réalité, je vais essayer de trouver mon index. Il est où mon index? Bon, j'ai pas mon index, c'est pas très grave. Donc on peut partir du principe que ici, si on revient chercher, faire des wake-off checks ou des choses comme ça par rapport à des énormes structures, vous avez des énormes structures qui sont positionnées juste ici, aux alentours des 780 $. Bon, on y est très très loin, on n'est jamais revenu en fait chercher. Alors oui, trop puissant, trop acheteur, alors qu'on était dans une capitulation certaine avec moins 83% par rapport au précédent ATH. Donc oui, c'est fréquent, mais c'est pas systématique en réalité. Il faut pas penser que c'est sûr à 100% qu'on viendrait chercher les 13 700 $ ou les 14 000 $. Alors, le dire, il y a une semaine, on peut partir du principe que oui, c'est vrai, on va peut-être pas y venir parce que ça commence à être vert. Maintenant que c'est rouge-rouge, c'est presque une certitude. Attention à ça. Si vous changez en réalité de scénario ou si vous changez de narratif dès que vous voyez une bougie rouge plus ou moins violente ou une bougie verte, c'est que c'est vos émotions en réalité qui guident vos décisions. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Néanmoins, je ne dis pas du tout le contraire. J'ai beaucoup d'argent à réinvestir sur Bitcoin quand on viendra à complètement décrocher, si on vient à décrocher. Mais j'ai juste un problème, et je le dis très souvent dans les vidéos des rois du Bitcoin, c'est que j'ai horreur de louper le train. Donc quand on vient chercher une target dans des poches de liquidité, là-dedans, dans une zone de rechargement d'achat, je buy. Mais je ne mets pas all-in. Je découpe ma position en 3, en 4. Tout simplement. Donc ici on a un petit carré jaune, un petit carré violet, un petit carré violet. Pourquoi? Parce que c'est des trous dans le volume profile et du business pourrait être revenu ici par rapport à des imbalances ou en tout cas des zones de déséquilibre. On les a ces zones de déséquilibre. Merci encore à toi Texmex par rapport à cet indicateur qui a été partagé dans le Discord pour ceux que ça intéresse par rapport à des zones de déséquilibre. Vous les avez, ça rentre pile en réalité dans ces trous du volume profile. Mais vous en avez des énormes en réalité sur les 28 000 $ ou 29 000 $. En réalité, les résolutions de ces ranges-là se font souvent par rapport à la psychologie et par rapport à ce que l'on joue. S'il y a trop de bonhommes qui sont bullish là-dedans, il y a trop en réalité de longues qui sont là-dedans, bah oui, on viendra probablement les nettoyer pour derrière repartir. Mais si en réalité la majorité est extrêmement bear dans ce bas de canal et qui en fait on commence à empiler des shorts sur des shorts sur des shorts parce que la certitude est telle que ça devient beaucoup trop cher pour le marché d'aller plus bas, donc il n'aura pas d'autre choix de venir liquider tout le monde, potentiellement aller chercher les premiers arrêts dans des trous ici de volume profile, pourquoi pas après derrière aller chercher des liquidités bien plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on joue en réalité? Maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on est là, on essaie d'aller regarder l'order flow, on essaie de trouver les narratifs, on essaie de regarder les marchés financiers, à se dire, est-ce qu'il serait plus rentable pour le marché d'aller d'abord plus bas, puis plus haut, ou d'abord plus haut, puis plus bas, ou que plus bas, ou que plus haut? C'est pas pile ou face en réalité. Et dans ces conditions de marché, on ne vend pas en réalité les bas de range. On ne vend pas les bas de range. Vous étiez venu ici, juste ici dans ce trou de volume profile. Prenez votre décision ici. Elle était prenable, cette décision juste là. Un petit short ici, ou un edge opposition ici, si vous étiez très exposé, ou quelques prises de profit. Je sais qu'il y en a qui l'ont pris sur pas mal de petites crypto-actifs, malgré qu'ils ont été moyennés par le bas. C'est important, hein. Et ici, on va plutôt encadrer des achats. En tout cas, les range traders et les traders de contre-tendance vont plutôt encadrer des achats ici. Les traders de tendance sont déjà rentrés, juste là, sur les 23 000 $ ou 22 700 $, 28 700 $, sur un retracement Fibonacci des 618, ni plus ni moins. Donc ça, c'était très important, très mauvais, et effectivement, tout le monde le voit, tout le monde l'a vu, ce fameux magnifique M-top en weekly. Et je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, c'était vendredi, ou samedi, me semble-t-il, la pattern la plus bullish qui soit, c'est de piéger un M-top au weekly dans un énorme W weekly. Est-ce qu'on le joue? Mais ça, c'est en réalité à vous de le décider. Est-ce que vous voulez en réalité avoir un très bon risque management? En somme, est-ce que j'ai un potentiellement très bon risque management? Ou pas de stop, parce que ceux qui font du DCA ou des choses comme ça, peut-être que vous n'avez pas de stop. Donc vous avez un bon risque management. Ou est-ce que vous attendez en réalité toutes vos confirmations? Donc une clôture et une acceptation. C'est pas qu'une clôture, parce qu'il faut faire attention aux réintégrations. Ici, gros piège, évidemment. Est-ce qu'on attend
en réalité cette acceptation et cette continuation pour éventuellement encadrer un investissement là-dedans, où le risk management n'est plus du tout le même. Trouvez votre propre style d'investissement et trouvez votre propre stratégie. En réalité, la question à se poser, c'est où je me sentirais le plus à l'aise, en sachant que si on vient clôturer là-dessus, les trendlines, on les a coupés aussi. Donc, il y a beaucoup de planètes qui vont s'aligner. Donc, si on est investisseur long terme, honnêtement, si aujourd'hui c'est difficile pour une grande majorité d'entre nous avec un N majuscule, n'agissez pas ici. Malgré que ça peut être très intéressant et c'est un très bon point d'entrée. Mais n'agissez pas ici. Attendez d'avoir des vraies confirmations, des vraies structures. On le voit de plus en plus sur Twitter passé, à quel moment on devient ultra haussier. En fait, on devient ultra haussier à 56 000 $ sur Bitcoin, on devient ultra haussier sur les 3 700 $ sur Ethereum. Ça fait du chemin en réalité. Donc ce ne sera pas de bonnes entrées. On sera sorti de zone de rechargement d'achat long terme, etc. Malgré que la psychologie soit baissière et que la technique de fond soit baissière. En réalité, il faut plutôt jouer quel est le plus probable ici. En réalité, le plus probable, c'est que vous regardez tout ce qui s'est passé précédemment. Je ne sais plus c'est quel membre qui partage ça. En réalité, ça fait plus d'1 an que c'est baissier. Alors non, il y a eu quand même des choses qui ont été très beaux techniquement au niveau des retournements de tendance. Ici, c'était plutôt d'ailleurs un bon signal haussier et on s'est fait capituler, on s'est fait prendre à notre propre piège et d'ailleurs, on va voir plus bas que terre. Mais si vous allez voir du EGLD, si vous allez voir tout ça, on est quand même relativement bon en réalité au niveau de nos plateaux et au niveau de nos supports. Ça casse pas pour l'instant. Ça peut casser, mais actuellement ça ne casse pas. Donc on peut potentiellement essayer de se positionner dans ces bas de range sans jamais se surexposer. On oublie les leviers x10 avec l'intégralité de notre capital d'investissement pour se refaire. Et c'est généralement là où dans les capitulations, on accentue des capitulations. Et j'ai eu pas mal aussi de choses. C'est ça notre rallye, entre guillemets, d'été, etc. Bon, c'est quand même pas rien. Sur Ethereum, ce petit rallye, jusqu'à preuve du contraire, si on va chercher les points de capitulation, on a pris du 100%, quoi, par rapport à Ethereum. Donc oui, tout le monde le voit, Dead Cat Band, Dead Cat Band, Dead Cat Band. Est-ce qu'on ira le chercher, est-ce qu'on n'ira pas le chercher? Attendez des vraies confirmations si vous n'êtes pas trop pressé. Vous avez un énorme trou dans le volume profile, ici également, sur les 843 $, et après ça passe encore plus bas. Je crois que c'est aux alentours, voilà, juste ici au niveau des 500 $. Et après, vous aurez potentiellement de l'investissement 2 ou de l'investissement 3 sur des magnifiques structures de marché qui pourraient se positionner. Ok? Voilà pour ça. J'efface tout ici sur Ethereum. Je me remets par rapport à Ichimoku Kikuyo parce que je crois que j'avais vu quelque chose de très intéressant. C'était pas en weekly, c'était peut-être en daily. Par rapport à ce petit twist, notre fameux Chikuspan. Quand je vous dis en fait que ça passe souvent sur des petits twists, vous voyez, la Chikuspan, elle est bien passée dans le twist. Juste là. À peu de choses près, elle est quand même passée dans le twist. Donc il fallait quand même de la force pour traverser ou retraverser ce nuage, malgré qu'on ait fait une toute petite clôture juste là, au-dessus de notre SSA. On était au-dessus, donc en réalité ici, beaucoup de voyants au vert, mais attendez des confirmations. Les réintégrations ne sont pas haussières. Et on venait où? Sur une zone de rechargement de vente, malheureusement. On était très très proche d'un 618 à quelques points près, quoi. D'accord, à quelques dollars près. Donc normal ici que des vendeurs à découvert se mettent en position. Pour mettre un maximum de personnes du mauvais côté du trade. On vient chercher la liquidité là où elle se trouve. Il y avait beaucoup de liquidité ici et il y en a aussi beaucoup en dessous. La question c'est est-ce que ces gens-là, énorme confrontation entre des vendeurs et des acheteurs, ou ça dans le précédent range qui n'a toujours pas été retravaillé, jusqu'à preuve du contraire on vient le tester, c'est juste un retest, c'est le fameux Weiskopf check si vous voulez, pour derrière potentiellement repousser complètement ce prix de Ethereum. La question à se poser, c'est est-ce que vous pensez que ça va aller plutôt là-bas, plutôt aller en bas? Et bien la réponse ce sera où est la majorité? Pas le consensus, mais réellement la majorité. Et la majorité qui la joue. Donc si on commence à vendre là-dedans, potentiellement qu'on ira peut-être vers le haut. Mais je joue ma stratégie, je joue mon trading en fait, et je joue mon investissement. J'investis pas là-dedans, quoi. Moi j'investis quand ça baisse, pas quand ça monte. Ok? Voilà pour ça. On fait juste quelques petits trucs au niveau du RSI, parce que je trouvais ça aussi très intéressant. On va retourner par rapport à... Ah bon, là, je vais retrouver sur l'index directement. Voilà, c'est ça au niveau de l'index. Hop, on va garder ça, c'est pas très grave. Au niveau des RSI, on voit quand même des choses très intéressantes. Je passe en weekly. 1, la dynamique interne est bullish. Pourquoi? Parce qu'on a bien eu des structures en W weekly au niveau de notre MACD. Ceci n'est pas à prendre à la légère. Malgré qu'on vienne retravailler des précédents lots, si nous n'avions pas eu ça, j'aurais peut-être été moins enthousiaste à acheter ce bas de range, pour le coup.
ok, malgré que je ne l'ai pas fait sur Bitcoin. J'attends un peu plus bas puisque je l'ai pris déjà très bas au niveau de mon gros investissement sur Bitcoin. Derrière, vous avez potentiellement des divergences qui sont en train de se mettre en place. On attendra bien sûr des confirmations, mais vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place juste ici qui ne sont que potentielles. En daily, c'est exactement la même chose. Vous avez une divergence et on attendra, puisque jusqu'à preuve du contraire, elle n'est que potentielle cette divergence. On va avoir une double divergence. Ici, ici. On peut le regarder au niveau du prix, tout simplement, juste là. Hop, ici ça monte en AIT, donc on ne le voit pas très bien, mais ici ça monte. Ici, ça baisse. Potentiel, donc divergence potentielle, les vendeurs perdent de la force. Mais c'est normal que les vendeurs perdent de la force, puisqu'ils se positionnent généralement pas en bas de range, ils se positionnent sur des niveaux techniques, notamment sur des retournements ou retours sur les 0,618, 56, zones de rechargement de vente logique. On les invente pas. C'est que des fractales qui se reproduisent extrêmement souvent. Donc il est normal que les vendeurs perdent de la force ici, le marché décidera et résoudra le directionnel, mais on le constatera. On ne peut pas le prédire, c'est impossible à prédire. On ne sait pas si ça va partir dans les enfers ou si ça va partir to the moon, ou en tout cas faire de très grosses respirations de marché. Ce dont je suis sûr, c'est quand on le constatera, au nord comme au sud, on aura des explications. Et je vous l'avais dit. C'était certain. Rien n'est certain et c'est pas vrai. Ok ? Donc on a des divergences potentielles. À quel moment elle sera confirmée ? Bon, un petit peu de patience, puisqu'elle sera confirmée aux 19 500 $ au niveau de Bitcoin. Juste là. Ok, au niveau de cette divergence. Mais ça reste une divergence potentielle. Ok ? Voilà pour ça. Rien de plus à dire par rapport à tout ça. J'aimerais juste qu'on confirme et qu'on finisse avant de donner le gagnant par rapport à notre petit jeu Ethereum, par rapport à la clôture. Donc je le dirai tout à la fin de cette vidéo. On va aller très très vite par rapport à un narratif que j'essaie de travailler moi-même. Je pense qu'on peut avoir un danger, puisque la Fed aujourd'hui, inflation, Fed, etc. Moi, je regarde autre chose qui avait potentiellement précipité le marché par rapport à la précédente crise financière. En 2008, c'était, vous vous rappelez, tout ce qui était les subprimes et la titrisation. Vous vous rappelez ça ? Bon, quand on se fait piquer ou on se prend un coup à un endroit, généralement, on essaye d'éviter de se le prendre au même endroit. Donc, en réalité, la Fed a réagi en 2020 par rapport à tous ces effets de titrisation. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. On a des choses qui sont quand même relativement importantes, voire relativement inquiétantes actuellement, parce que j'ai quand même dans le viseur ces défauts de paiement. Les défauts de paiement, ça aura un impact direct sur la consommation des ménages et sur la croissance de demain des entreprises. La croissance des entreprises, leur capacité à générer du rendement, c'est mon narratif à moi. En tout cas, c'est mon fondamental. La technique est une chose, le fondamental en est une autre. Le marché s'équilibrera en fonction de ce fondamental ou de ses potentielles prédictions, mais on aura déjà des premières informations par rapport aux datas qu'on a déjà sous les yeux aujourd'hui. Par exemple, les cartes de crédit ou soldes de débiteurs qui ont très fortement augmenté depuis 2014-2015. Ici, c'était très haut. Vous vous rappelez, 2017-2018, on pensait déjà à la récession. Crack Covid, merci la Fed pour avoir balancé des écoles-terre-monnaie, ça a évité ou peut-être repoussé une échéance galopante. On n'avait pas connu ça depuis très longtemps, puisque la dernière fois qu'on avait eu ces niveaux au niveau des soldes débiteurs de cartes de crédit, notamment aux États-Unis, c'était en 2008. Et on retrouve sur des niveaux encore plus importants aujourd'hui. Oui, il y a plus d'argent, mais les niveaux sont relativement importants, parce que peut-être qu'en 2008, les gens n'ont pas doublé, voire triplé leur salaire. En tout cas, je ne pense pas. Ça, c'est super important. On a quand même des augmentations qui sont relativement importantes au niveau des totals de solde de la dette. C'est 16 000 milliards de dollars actuellement aux États-Unis. C'est très haut. C'est très haut. On continue par rapport au prêt auto, solde de la dette. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent qu'en France ou en Europe. Généralement, dans votre portefeuille, vous, ou dans votre gestion budgétaire, la chose la plus importante, et c'est ça qui est intéressant en France notamment, et je pense que nos amis suisses, c'est peut-être à peu près la même chose, et belges également, c'est qu'on d'abord, avant toute chose et de commencer à dépenser notre argent, on va payer en réalité notre crédit immobilier. C'est d'abord, enfin, on le sait qu'on doit le payer, ce truc-là. Et puis ensuite, on voit si on peut se faire plaisir, acheter des iPhones, faire du paiement 3 fois sans frais, etc. Okay. Aux États-Unis, c'est un tout petit peu différent. Aux États-Unis, en réalité, dans l'inconscient et dans la psychologie des Américains, c'est le plus important, c'est pas le crédit immobilier, c'est en réalité le crédit auto. Donc ça peut être éventuellement un petit billet psychologique. Si vous regardez des défauts de paiement sur les crédits hypothécaires, etc., le plus important pour voir si oui ou non ça va très très mal au niveau des États-Unis, c'est si on commence à avoir des défauts de paiement, mais plutôt sur la dette auto au niveau américaine. Et on voit qu'elle est très haute. Il n'y a pas beaucoup en réalité d'incidence de paiement, malgré qu'elle soit très légèrement croissante, elle est quand même relativement équilibrée et ça ne dépasse pas, notamment au crédit score. Aux États-Unis, vous avez un crédit score qui n'a jamais été au plus haut malgré qu'on arrive sur un plateau. Donc ça commence aussi à résonner un petit peu dans ma tête, moi. Personnellement, on n'a pas eu les derniers chiffres, mais c'est des chiffres doutes qu'on a eu. Les crédits auto sont extrêmement hauts. Enfin, regardez, en 2008, crédit auto, aujourd'hui. Merci l'impression monétaire, merci les crédits pas chers, etc.
puisque ça a permis de sauver les constructeurs américains. En réalité, vous avez peut-être la courbe de Tesla par rapport à l'effet de hype autour des Tesla, parce qu'il était aisé d'avoir des crédits conso, notamment des crédits auto, pour potentiellement acheter des Tesla. C'est très haut. Et on commence à avoir des premiers grincements actuellement aux États-Unis par rapport au remboursement de ces dettes. Je rappelle également qu'il y avait un moratoire énorme par rapport aux États-Unis qui avait été annoncé par Joe Biden vis-à-vis je sais plus qui, c'était le moratoire de 2021. Bref, je sais plus très bien. Il y avait eu un moratoire. Oui, c'était Joe Biden qui avait dit on ne rembourse plus la dette étudiante. Et pendant en fait 1 an ou 2 ans, les étudiants n'avaient plus besoin de rembourser en fait des échéances de dette de leur crédit étudiant. Et là, ça revient en réalité depuis le 1er mai. Et on voit des premiers grincements par rapport aux défauts de remboursement et des incidences de remboursement de crédit, notamment sur la dette étudiante. Et il y a eu un appel de 10 000, je ne sais plus combien c'était, des 10 000 $ par dette qui coûtait 4 milliards d'euros. 4 milliards de dollars à Joe Biden, c'est passé il y a quelques mois. Donc c'est juste pour soulager en réalité. Alors c'est pas du tout pour faire plaisir aux étudiants, c'est sûr que s'ils arrêtent de payer, le monde s'écroule en réalité. La dette étudiante, c'est le 3e volet. C'est avant le crédit auto. Vous avez plus de prêts étudiants que de prêts auto aux États-Unis. Enfin, c'est juste démentiel. Soyez vigilants par rapport à ça. Le plus gros, c'est à peu près 12 000 milliards de dollars me semble-t-il, c'est les crédits hypothécaires. Et je vais y venir parce que je trouvais ça intéressant de vous en parler. La Fed peine à tenir ses objectifs de réduction de bilan. Alors on le voit très bien. Vous vous rappelez ce fameux tapering, c'est que la Fed avait dit qu'on allait réduire de 47,5 milliards d'euros, ou de dollars, et qu'on allait revenir sur les 142 milliards. Or, aujourd'hui, si on devait prendre par rapport aux objectifs de la Fed, on n'est pas à 142 milliards, on n'est qu'à 74 milliards, actuellement au niveau de la réduction du bilan. Donc, il y a des problèmes actuellement, notamment par rapport aux titres hypothécaires, puisque pour éviter l'effondrement immobilier, l'effondrement hypothécaire, la Fed en fait a racheté énormément de ce qu'on appelle des MBS, si vous voulez. Les MBS, ce sont en fait des titres hypothécaires, des titres de propriété hypothécaire qui sont détenus par les banques, qui ont été rachetés par la Fed en 2020 de façon très excessive pour éviter l'effondrement. Et ça, en réalité, je ne sais plus où est-ce que j'ai... Voilà, c'est juste là, au niveau des MBS, ça a explosé en 2020. En réalité, la Fed n'a pas été... Parce qu'on a peut-être l'impression qu'en Haïti, ils envoient de l'argent aux Américains. Non, ça c'est leur boulot, enfin c'est pas vraiment leur boulot de faire ça, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont fait, une forme d'ingérence, pour éviter un effondrement littéral des États-Unis et du monde. Ils ont racheté de façon extrêmement excessive des bons, en réalité, que les banques ne voulaient plus. Pourquoi ? Parce que ils voulaient plus se les passer, se les vendre sur les marchés, ça s'effondrait. Donc ils ont dit, donnez-les-moi, je les prends et je vous les revendrai un petit peu plus tard. Et vous avez des systèmes, notamment des repos, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des titres avec des promesses, enfin ce sont des titres de propriété ou des titres actions, etc. Titrisation hypothécaire, vous avez tout ce que vous voulez là-dedans. C'est ce qui avait en fait eu pour impact la crise des subprimes notamment. La Fed va les revendre avec une promesse de rachat futur, moyennant potentiellement un taux d'intérêt. Donc ça permet aussi à la Fed de se financer et de s'autofinancer avec des prêts et avec des ventes et des promesses de rachat derrière, ce qui est potentiellement sans risque. En réalité, ce que fait la Fed, c'est qu'elle tue le risque. Et c'est pour ça qu'on a des vrais envolées, notamment en 2020-2021, au niveau des marchés financiers, puisque du jour au lendemain, la Fed a dit « il n'y a plus de risque ». Donc vous pouvez y aller. Et le marché a violemment réagi, à la hausse cette fois-ci. La question, c'est de savoir c'est qu'aujourd'hui, si la Fed veut se refinancer, ou veut en tout cas, entre guillemets, continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, notamment par rapport au tapering, il va devoir potentiellement se soulager des MBS. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça commence à arriver sur les réseaux, et notamment les médias spécialisés, et s'ils le font, ils vendent à perte en réalité. Parce que ça a fortement craqué, ou en tout cas ça a fortement chuté. On l'a bien vu. Ok ? Ça c'est super intéressant, et je pense très important. Ça aussi je voulais vous en parler. Crédit immobilier, le taux de flambe aux États-Unis, plus haut depuis 2008. Aujourd'hui, aux États-Unis, on emprunte à 6%. Donc nous on est encore à 2, je crois, il me semble, 2,5 sur des crédits à 25 ans. Si vous êtes américain, même si vous avez un excellent dossier, à 30 ans, vous achetez à 6%. Ce qui fait exploser le prix de l'immobilier, indirectement. Pourquoi ? Parce que si vous achetez, et si votre taux d'emprunt en fait augmente, le montant de l'emprunt résiduel sur 30 ans va augmenter, donc qui a une influence directe sur le prix de l'immobilier dès maintenant. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est clairement ce qui se passe. Et on se retrouve dans des villes en périphérie de mégalopoles, avec des prix de l'immobilier qui ont augmenté de près de 20%. Alors qu'en réalité, les salaires n'augmentent pas de pair. Ce qui peut potentiellement engendrer des hausses au niveau des locations,
et potentiellement des défauts de paiement. Et actuellement, tous ces titres de propriété sont de façon excessive détenus par la Banque centrale américaine. Et je ne pense pas qu'ils vont le laisser tomber. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi, entre guillemets, à revenir par rapport à leur niveau de tapering qu'ils s'étaient fixé, puisqu'ils ont lâché du lest au niveau des crédits immobiliers, évidemment. Ça, c'était également très important. On continue sur pas mal de petites touches et je finirai là-dessus. US accroissement des incidents de paiement, notamment sur les crédits immobiliers. Donc ça, c'était en 2007. D'accord ? Donc pour l'instant, on ne le voit pas. Recherchez de votre côté, vous venez sur le Discord si vous avez des informations par rapport aux derniers chiffres qui datent à peu près de juin 2022. Si vous avez ces chiffres, vous me les mettez en commentaire, vous me les mettez, parce que ça va vraiment aider la communauté, ou sur le Discord, puisque je n'ai pas retrouvé d'informations. Mais ça, c'était un vrai signe précurseur d'un effondrement. La proportion d'emprunteurs connaissent une difficulté à rembourser leur crédit immobilier aux États-Unis atteint 5,12 deuxième trimestre contre 80. Ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes. Parce que ça mettrait en fébrile la Fed, par rapport à son bilan et l'équilibre de son bilan, et ça mettrait vraiment en danger la croissance de demain, le fameux fondamental derrière par rapport aux actions. Si en réalité on ne peut plus payer notre crédit immobilier, ça veut potentiellement dire qu'on arrête aussi de payer le crédit bagnole, ce qui est risqué pour le coup, c'est une énorme dette au niveau, enfin c'est une dette colossale aux États-Unis au niveau des crédits bagnoles. Je rappelle que la moyenne de prêt d'un Américain, malgré qu'on n'ait pas les mêmes rémunérations en France et en Europe qu'aux États-Unis, c'est $500 par mois en moyenne. Un Américain paye $500 par mois pour payer, entre guillemets, le leasing ou le crédit de son véhicule. C'est beaucoup, hein, c'est plus qu'en France. En France, il me semble qu'on est aux alentours des 270 ou 275 euros, me semble-t-il, par mois et par famille. Bon, bref, c'est un peu par personne. C'est un peu l'idée, je voulais vraiment vous mettre en exergue, mais si vous avez des informations comme quoi il y a des augmentations, parce que j'avais vu ça passer dans le Discord, je crois que c'était monté aux alentours des 4, je sais pas combien, ou 5. Donc redites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça peut être précurseur d'un effondrement derrière, en tout cas on lâche tout, quoi, tant qu'il est encore possible. Parce qu'en réalité, les marchés ne se suffisent pas eux-mêmes. Les marchés se nourrissent d'informations, et la croissance qu'il a fait, la croissance c'est le public, hein, en réalité qu'il a fait, c'est nous, hein. C'est madame et monsieur, tout le monde, voilà pour ça. Également, risque de défaillement prix étudiant, ça on le sait, on va pas le redire, je vais pas vous remettre dessus. Alors j'ai fait crédit automobile, j'avais retrouvé ça aussi. Voilà, c'était en 2019, c'était augmenté. Voilà, 7 millions d'Américains ont 90 jours de retard sur les remboursements du crédit immobilier, etc. Donc c'était déjà arrivé en 2019, et en réalité, les pompiers de la Fed sont arrivés. Donc on peut peut-être repousser quelque chose qui était à ce moment-là inévitable ou inéluctable. Donc j'aimerais peut-être qu'on travaille là-dessus pour essayer d'anticiper des choses dans les 6 prochains mois, pourquoi pas. Mais si on voit des augmentations, des défauts de paiement aux États-Unis, etc., je vous le dis, hein, c'est pas bon pour l'avenir. Ce sera pas bon pour l'avenir. Donc, est-ce qu'on va le maintenir ? Et est-ce que ou pas, oui ou non, la Fed va potentiellement faire de l'ingérence ? Ça, pareil, je viens de vous en parler. J'ai noté plein de trucs tout le week-end, etc. Et ça, c'est au niveau de... Oui, je vous montre juste ça au niveau du FICO-Core. Donc, le FICO-Core, c'est... vous savez, vous avez des notes aux États-Unis pour voir si vous êtes très solvable, pas trop solvable, etc. Aujourd'hui, on est quand même relativement haut. Jusqu'encore l'année dernière, on était aux alentours des 716. Donc, dans le good, voire proche des very good, pour le coup. Donc là, on est redescendu. Hein, juste en dessous des 700, me semble-t-il. Mais le problème de savoir, c'est qu'au niveau de la courbe, je vous la montre ici en 1000, je crois qu'elle est là, la courbe. Voilà, la courbe, c'est qu'en réalité, ça fait depuis 2008 qu'on avait ce crack en réalité des crédits scores, donc ça, c'est pas bon l'histoire. Mais c'est une courbe incessante pendant les 10 dernières années. Alors qu'on a vu, hein, on a pris le crack Covid, on a vu des turbulences au niveau des marchés financiers, mais la vie court, si on prend une droite linéaire, c'est croissant, il n'y a aucun problème avec ça. Et bien là, en réalité, on a vu un petit décrochage, puisqu'on est passé, me semble-t-il, sous les 700. J'ai vu ça passer dans une news, j'arrive pas à la retrouver. Et ça, c'est pas très bon, puisqu'on a l'habitude de voir une hausse constante. C'est-à-dire que si on commence à voir au niveau du FICO score, donc le fameux score, le crédit score, si vous voulez, aux États-Unis, qui commence à s'affaiblir, c'est potentiellement précurseur d'une recrudescence de défaillance au niveau des paiements et des remboursements de crédit. Auto, IMO, étudiants. Grosse vigilance par rapport à ça, parce que ça peut être un déclencheur qu'aurait pu arriver en 2019. Beaucoup de personnes qui alarmaient à ce moment-là l'avaient potentiellement prédit. Peut-être qu'il va arriver en 2022-2023, sous couvert d'une récession, on se met tous derrière Ray Dalio, et c'est la fin du monde. Je suis tout à fait d'accord. Potentiellement, les marchés Wall Street vont perdre 50%. Mais ce sera une succession d'emmerdements. C'est toujours la même chose en réalité. Un crack financier sans précédent, une purge, comme ce qu'on a vécu en 2008 ou en 2000, ce n'est pas qu'un seul aspect du problème. C'est une succession, en réalité, de problèmes. Tout simplement. Et on peut essayer ensemble, potentiellement, de les embriquer, ces problèmes. Pourquoi pas ? Travaillons dans l'ensemble et essayons de travailler un narratif par rapport à ça et de pouvoir le jouer. Et de pouvoir le jouer potentiellement simultanément. On finit juste
par rapport à notre ami sur Ethereum, et je couperai cette vidéo là-dessus, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je vois que le temps passe, c'est 45 minutes de vidéo, ça devient n'importe quoi cette histoire. On y va, par rapport au petit jeu concours, vous avez été extrêmement nombreux à répondre. L'Ethereum a clôturé exactement cette nuit, dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, à 1333,50 $ Ethereum perpétuel contre Bybit. On regarde ensemble tout de suite qui a gagné, et vraiment dommage, parce que si vous aviez un tout pile, c'était une clé Ledger Nano X, on y va ensemble. Oui, bravo à toi Jessica Noir, qui a donné, il y a 2 jours de cela, sur la vidéo chute inachevée par rapport au petit concours, c'était 1333, tu as donné 1332, bravo à toi. Je t'ai laissé un petit message juste en dessous de ton commentaire, tu peux venir me voir directement sur le Discord pour recevoir ta clé Ledger Nano S, la Nano X sera remise en jeu ultérieurement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente continuation, une excellente après-midi, on se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin, ciao.